les experts basket saison 3, épisode 12. Bienvenue sur Monaco Info, installez-vous. On est ravis de vous retrouver en compagnie d'Ali Traoré pour parler basket. Bonjour Ali. Bonjour. Tout va bien? Prêt pour décrypter l'actu basket de la Roca Team? Tout à fait, j'aurais aimé une meilleure actu que ça, mais oui. Bon, on va dire que ça fait partie du sport. Exactement, une petite déception qu'on va tout de suite analyser dans ce débrief. Un débrief un peu particulier, Ali, puisqu'il n'y a eu que 3 matchs en 3 jours durant cette quinzaine, une seule compétition. La Leaders Cup du côté de Caen, c'était une opportunité déjà assez tôt dans la saison pour Monaco de gagner un trophée, et ça s'est pas vraiment passé comme prévu. On va faire du chronologique tout d'abord avec le quart de finale face à Bourg-en-Bresse. Un match piège, mais remporté par Monaco 101-88. Oui, il y a un match totalement maîtrisé de la part de la Roca Team, avec un Mike James en verve, voilà, de 31 points de mémoire. Donc clairement, il n'y a pas grand-chose à dire sur le match, tant la Roca Team a dominé son sujet. 5 sur 6 à 3 points pour Mike James, qu'on a senti, vous l'avez dit, impliqué comme jamais. Et quand il est comme ça, il emmène tout le monde dans son sillage. Oui, bien sûr, surtout que cette Leaders Cup était clairement un objectif affiché par l'état-major de la Roca Team. Le triplé faisait partie de... faisait partie des objectifs de la saison. Mais donc, clairement, dès le début, on a vu une Roca Team motivée et impliquée. Et ça s'est poursuivi en demi-finale, là aussi face à un adversaire de taille, l'Asvel. Un succès 91-78. Là encore un match maîtrisé, ils ont mené de bout en bout, plus 23. Dès la première période, ils n'ont pas laissé de chance finalement à l'Asvel. Oui, et malheureusement, j'ai l'impression que c'est ça qui a été le problème en finale après, parce que quand vous faites 2 matchs en Leaders Cup maîtrisés et aussi dominés, en plus cette fois-ci face à un adversaire d'Eurocup, ensuite face à un adversaire d'Euroleague, après on peut peut-être arriver en finale de façon un peu suffisante. Donc pareil, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match. Grosse domination en monégasque et parlons de la finale. Oui, avant de l'évoquer, je veux juste vous lancer sur ce succès collectif. 5 joueurs à plus de 10 points. Oui. Et surtout, on a vu les intérieurs français. Peter Corneli, 9 points, 4 rebonds en 16 minutes sur le parquet. Et Mam Jaïté, 10 points à 5 sur 5 au tir. Il était parfait. En 11 minutes, un petit cocorico. On a fait mal à l'Asvel dans la raquette avec nos Français. Oui, c'est vrai. Bien sûr, le secteur intérieur a été très bon. Et justement, j'ai l'image de cette action collective de la Roca Team, vraiment où le ballon a circulé dans beaucoup de mains et c'est terminé par un dunk de Mam Jaïté. C'est ce Monaco-là qui, à mon sens, est limite invincible. Ce Monaco-là, quand tout le monde touche le ballon, quand tout le monde est investi, quand il y a beaucoup de passes décisives, qui fait que, en fait, la menace peut venir de plusieurs personnes. Vous l'avez dit, 5 joueurs à plus de 10 points. Cette Roca Team-là, il faut la voir le plus souvent possible. Allez, parlons de ce qui fâche cette finale maintenant face au Mans. Le Mans qui était à chaque fois passé de peu lors des tours précédents. Une victoire de 2 points en quart de finale face à Cholet, leader du championnat. Puis face à Saint-Quentin en demi de 3 points. Le Mans qui n'avait que 7 pros sur la feuille de match. Vous voyez où je veux en venir. On se dit, ça devrait le faire. Au vu des 2 premiers matchs, face à une équipe du Mans avec un roster un peu limité, ça va gagner, pas du tout au final. Le vrai parcours du survivant pour le Mans, voilà, vous l'avez dit, sans un joueur par exemple comme Noah Penda, qui est un joueur hyper important pour le Mans, ils ont été des guerriers, mais dès la demi-finale, face à Saint-Quentin, où ils sont menés, ils sont dominés, et finalement, avec un joueur comme Williams Naras et Willy Guettet, qui se sont battus comme des petits fous, et un Trevor Hodgins qui a mis les shoots plus clutch les uns que les autres, ils sont sortis de la demi-finale. On peut dire qu'ils peuvent arriver en finale totalement cramés, mais non, là ils sont sur l'adrénaline, ils sont sur l'énergie. Monaco qui sort de 2 confrontations totalement dominées, ils se disent, là on va jouer contre cette pro, le trophée est déjà dans la poche, et c'est là qu'on voit l'incertitude du sport. Et c'est ça qui rend la beauté de ce sport et du sport en général, c'est que tout peut se passer sur un match, une équipe, sur une série. On a dit, Monaco gagnerait sans problème, mais sur un match, il peut absolument tout se passer. Et là, Le Mans a dominé. Je vous donne juste le score, 104-96. Rien qu'en disant ça, on n'a pas besoin de débriefer. Il n'y a pas besoin de débriefer, totalement. Encore, j'ai l'impression d'être un disque rayé. Les 80 points. Je suis désolé, les 80 points. Il est Monaco. Alors, si Monaco ne gagne alors que l'adversaire a marqué 80 points, c'est que Monaco a mis 100 points. Voilà. Donc,
l'adversaire doit être laissé à 80 points. Alors, je sais, Le Mans a très bien chuté à 3 points, 50% à 3 points de tête, mais justement, ça vient de la défense. Quand vous laissez les shooters se mettre en confiance, Trevor Hodgins, par exemple, après, c'est terminé. Le match est très, très compliqué. Les rebonds offensifs, les deux intérieurs de petite taille, Williams Naras et Willy Yeguete, on fait la chanson aux intérieurs monégasques parce qu'ils sont extrêmement mobiles, extrêmement capables de switcher sur les écrans, et ça a fait beaucoup de mal à Monaco. Au vu de tous ces éléments, de tout ce que vous venez de nous dire, est-ce qu'on peut dire que c'est une faute professionnelle, quand on est Monaco, de ne pas avoir remporté ce trophée-là? Alors mon but, c'est pas de charger les mecs et tout, voilà, je veux bien comprendre qu'il y a une erreur possible, je ne vais pas dire faute professionnelle, mais clairement, il y a eu un défaut de suffisance, et ça, c'est quelque chose, l'équipe est plutôt... a plutôt l'habitude de faire ça, hein. Clairement, sur le championnat, il y a tellement de talent qu'on peut se dire, c'est bon, juste avec le talent, je peux m'accrocher. Mais le problème, c'est que le championnat de France, c'est un des plus compliqués en Europe. Et en face, il y a toujours des adversaires qui seront capables de vous mener la vie dure. Donc clairement, j'espère que ce sera une claque, et que Monaco s'en souviendra quand ce sera le temps de gagner le titre de champion de France. Une petite leçon à retenir. Donc un mot, vous l'avez évoqué sur Willy Yeguete, un ancien de la maison, très apprécié toujours ici. 8 sur 12 au tir, 18 points, avec, il a fait son petit hookshot tout le match, là, à l'intérieur, ce petit tir qu'il a travaillé. Et c'est rappelé au bon souvenir du public monégasque, vainqueur de l'Eurocup avec la Roca Team. Et Abdou Ndoye aussi. Ouais, Abdou Ndoye, effectivement. Et voilà, il aura cassé un peu la bouche des intérieurs monégasques, avec son style tout en maillotche. C'est un guerrier, Willy Yeguete. Donc félicitations à lui. Et ça fait mal que ce soit face à la Roca Team quand même. Pour clôturer ce chapitre Leaders Cup, Monaco n'est pas le seul gros à être passé au travers, puisque Paris, qui était un des favoris, est sorti d'entrée par Saint-Quentin, où on a revu un très bon Nolan Traoré, 20 points, et 17 points pour Jérôme Robinson, toujours aussi précieux. Oui, tout à fait. Nolan Traoré qui revient bien, après un moment un peu compliqué. Paris, pareil, je ne sais pas s'ils ont eu la suffisance, mais c'est la formule de la Leaders Cup. On peut regarder aussi dans les autres pays, où il y a eu des gros qui ont perdu. Le Real Madrid qui n'a pas gagné, etc., etc. Donc c'est ce qui fait la beauté de cette compétition, et moi j'adore. Et du coup, Le Mans devient le premier club français à remporter pour la 4e fois cette compétition. Et le MSB donc rentre dans l'histoire. On passe au point d'Ali. Ali, évoquons ensemble la dernière recrue de la Roca Team. Ça a fait pas mal de bruit, que ce soit ici ou même en Europe, puisque c'est une recrue quand même avec un CV XXL référencé. Daniel Theis, l'intérieur allemand, champion du monde avec la Mannschaft. Est-ce que c'est une recrue qui peut changer beaucoup de choses à Monaco? Oui. C'est une recrue qui change beaucoup de choses, dans le sens où Monaco actuellement en a 3 pivots à peu près du profil similaire. Très grand, pas forcément hyper mobile, Motiejunas, Papagiannis et Mamdjaïté qui est un peu plus mobile. Daniel Theis, c'est quelqu'un qui peut jouer sur 2 postes, qui peut jouer 4, qui peut jouer 5, même si je le préfère en 5. Il a la capacité de switcher sur les écrans, il peut mettre dedans à 3 points aussi. C'est quelqu'un qui a vraiment un volume de jeu vraiment très polyvalent. Et c'est quelqu'un qui, je pense, par exemple, sur une fin de match où on a besoin de switcher sur tous les écrans, peut être vraiment intéressant. Donc clairement, dans l'effectif monégasque, tous les pivots avaient à peu près le même profil, et là on trouve un joueur qui est capable d'apporter autre chose. Est-ce que c'est justement le profil qu'il manquait depuis le départ de notre idole, Jean Marron, 3e du nom, John Brown? Il manquait ce profil energizer, mec qui lâche ses tripes sur le terrain, qui donne tout? Oui, bien sûr, c'est clairement quelqu'un comme ça, mais avec plus de talent, clairement, parce qu'il est capable de faire les choses offensivement. C'est quelqu'un qui protège très bien le panier aussi, c'est un mec qui tourne à plus d'un contre en NBA quand même, donc face aux plus grands athlètes du monde. Donc clairement, pour moi, c'est une très très belle recrue, et c'est quelqu'un qui s'intégrera parfaitement dans le système de Vassilis Panonis. Et dans le vestiaire, puisque c'est un joueur très expérimenté, on l'a dit, 8 saisons NBA, qui a déjà connu l'Euroleague, il y a une décennie à Bamberg à l'époque. Voilà, c'est un gars de vestiaire aussi qui peut être important. Ah oui, bien sûr, son expérience, de toute façon, elle va être prédominante dans cette équipe. Vous l'avez dit, champion du monde avec la Mannschaft. C'est quelqu'un qui sera écouté, qui sera respecté. Et je pense aussi que c'est quelqu'un qui est une très bonne personne. Donc clairement, il apportera aussi du sang neuf à cette équipe. Et pour enchaîner cette deuxième partie de saison dans les meilleurs augures.
Alors ça, c'est une recrue acquise, c'est signé, et on a vu, vous avez sans doute peut-être entendu, une recrue potentielle dans les prochaines années, Ah bon? avec, oui, Kevin Durant, lors du All-Star Game, qui a fait, je vous vois sourire, 7 déclats. J'adore jouer au NBA, bien sûr, mais j'adore aussi regarder l'Euroleague. Barcelone serait un super endroit pour finir ma carrière. Monaco aussi. Bien sûr. Ces deux mots ont ouvert le fantasme, le champ de tous les possibles. Alors, moi, ça me rappelle un certain Mike James qui, à l'époque, avait cité Monaco comme une possible destination, en sachant que Mike James et Kevin Durant sont très amis. Ouais. Pourquoi pas? Alors, est-ce qu'il est sérieux? Je ne sais pas. Bah, c'est quand même Kevin Durant, c'est un Hall of Famer. Est-ce qu'il a envie de venir découvrir l'Euroleague? Et si c'est le cas, bah, est-ce qu'il y a un meilleur endroit que Monaco sur Terre? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Clair. Donc, voilà, moi, j'ai peur que ce soit juste voilà, un peu de cinoche. Mais en tout cas, s'il est sérieux, clairement, je verrais une petite opportunité pour les Monégasques d'avoir Kevin Durant, qui aime bien passer ses vacances d'ailleurs sur le Oui, on rocher. l'a déjà vu. S'il veut venir en Euroleague, en tout cas, moi je pense que Monaco a toutes ses chances de l'avoir. On ne se rend pas compte en fait de la portée de cette déclat. Vous l'avez dit, des joueurs NBA qui arrivent en Europe, en Euroleague ces dernières années, même on l'a vu cette intersaison, il y en a un paquet, des très bons joueurs. Mais là, c'est un Hall of Famer, c'est un top 10 mondial, un des meilleurs joueurs du monde. Qui, même actuellement, à son âge avancé, c'est l'un des tout meilleurs joueurs NBA. Donc, il peut venir à 45 ans s'il veut. Je pense que la Roca Team le prendrait à bras ouverts. Affaire à suivre en tout cas, et ça va faire parler parmi les supporters monégasques. Une potentielle arrivée donc de Kevin Durant dans les années qui arrivent, la superstar à Gaston Médecin, non pas en tribune, mais avec le maillot de Roca Team sur les épaules. Ce serait beau. Ce serait magnifique. Allez, on passe à la dernière chronique de cette émission, la question du jour. On va encore une fois parler de NBA, mon cher Ali, pour l'événement, j'allais dire, mais je ne sais même plus si c'est le bon mot, le All-Star Game NBA qui s'est déroulé du coup la semaine dernière, le week-end dernier. Je vais remettre un petit peu de contexte. L'an dernier, le All-Star Game s'était soldé par une victoire 211 à 186 de l'équipe de la Conférence Est. Oui. C'est ridicule, hein, un tel score sur un match NBA. Et du coup, la Ligue avait décidé de changer un petit peu de format pour essayer de redonner de l'intérêt avec donc ce mini-tournoi, 4 équipes de 8 joueurs, des matchs en 40 points. Et ça s'est soldé là aussi par une large victoire 41-25 de l'équipe de Steph Curry. Est-ce que, Ali, ce changement de format vous a redonné de l'intérêt et vous a donné déjà, tout simplement, l'envie de regarder cette compétition? Absolument pas, je n'ai pas regardé. Pour le nouveau format, j'ai trouvé pas très inspiré. Je n'ai pas regardé, ça fait longtemps que je ne regarde pas. Le seul truc qui pourrait me faire lever la nuit, peut-être, et regarder, ce serait si on prenait le format qu'on a ici en France, c'est-à-dire États-Unis contre monde. Maintenant, il y a assez de talents internationaux. Face à assez de talents américains. Moi, j'aimerais vraiment voir une vraie confrontation entre ces deux équipes. Et pour moi, c'est le seul... Même l'argent, je pense, ne peut pas motiver ces mecs-là, puisqu'ils en gagnent déjà tellement autant. Maintenant, je pense que c'est une question de fierté, et se dire, bon, je ne vais pas me faire taper par les étrangers, entre guillemets, qui viennent jouer au basket. Un autre sport, en plus, aux États-Unis. Kevin Durant, d'ailleurs, il a eu une sortie très intéressante par rapport à ça. Par rapport aux Jeux Olympiques, on l'a posé la question, est-ce que le monde est en train de rattraper les États-Unis? Eh ben, moi, je pense qu'il faut rajouter de l'huile sur le feu. Et faut le faire. Il faut faire une équipe monde, une équipe américaine, et dire, allez les gars, vous avez un match, 48 minutes, allez, montrez-nous qui est le meilleur. Est-ce que du coup c'est un problème de format ou, comme vous l'avez dit, de motivation des joueurs? Si on regarde les highlights sur YouTube, il y a 20 ans, c'était la guerre, c'est-à-dire quand il y avait... C'est ça, c'était une autre génération, Alors il y en a qui diront qu'ils gagneraient peut-être pas autant d'argent, mais je suis même pas sûr avec l'inflation, vous savez, 10 millions de dollars il y a 20 ans, c'est équivalent à 20 aujourd'hui. Hein. Bon, je suis pas un économiste, hein, mais moi, je pense que c'était une autre mentalité. Il y avait des chiens, entre guillemets, des Michael Jordan, etc., des Scottie Pippen. Donc maintenant, il faut en appeler à la fierté nationale des Américains. Voilà, j'ai l'impression de faire un discours politique, mais c'est vrai, mais c'est vraiment là, il faut piquer leur ego. Et c'est à ce moment-là que je pense que vous pouvez avoir un gros All-Star Game. USA, VS Monde, alors là, je signe tout de suite. Et mettez aussi un concours de 1 contre 1. Oui, c'est vrai. Parce que ça, pareil, ça aussi, pareil, ça va taper dans l'ego des joueurs. Ils vont se dire, bon, là, je vais montrer que je suis le meilleur joueur de 1 contre 1 du monde. Donc ça, ce serait intéressant. Mais est-ce qu'ils auront les deux, pareil, est-ce qu'ils ont des choses à perdre en faisant ça? Donc maintenant, les deux, est-ce qu'ils auront entre guillemets,
voilà, ce qu'il faut pour mettre en place ces choses-là, qui mettraient vraiment la fierté américaine en risque. Vous parliez d'état d'esprit. On a vu cette déclat aussi de Victor Wembanyama qui a dit « Je suis pas venu au All-Star Game pour faire des potes, je vais contrer, je vais défendre. » C'est cette mentalité qu'on veut voir. Ouais, les plus jeunes, ils commencent à se rendre compte que c'est devenu une grosse blague et ils ont envie d'amener quelque chose d'autre, amener un show pour le public. Donc je pense que la génération d'avant, elle était un peu perdue. On pourra les ramener en tapant leur ego. Mais il y a une nouvelle génération, là, un peu plus jeune, qui ont vraiment envie de refaire de make All-Star Game great again. Ali est en campagne, on l'a compris. Votez Ali Traoré aux prochaines présidentielles américaines. Voilà. Le concours de dunk. Merci Mac McClung qui encore une fois nous a sauvé l'histoire. Le three-peat, 3e titre pour lui. Même si Stephen Castle a été intéressant, mais quand on voit la production des deux autres joueurs, Matas Bouzelis et André Jackson Jr., qui ont soit pas réussi un dunk ou ont fait un dunk tout simple, c'était un peu tristoun, quoi. C'était un peu tristoun. Après, c'est pareil, même si Mac McClung, il fait du taf, hein, c'est génial, ça reste un joueur de G-League. Moi, je pense que le concours de dunk, il doit être fait par des stars NBA. Et pour ça, encore une fois, faut les motiver. Ouais. Faut les motiver. Donc, si ces mecs-là, ils arrivent, je sais pas moi, un Ja Morant, un Zion Williamson, surtout Zion Williamson. Surtout Zion, s'ils se blessent pas. Les anciens, les Zach LaVine, ils veulent revenir, Gordon. Là, je pense que le All-Star Game, enfin, le concours de dunk sera sauvé aussi. Voir un joueur comme LeBron, par exemple, c'est complètement utopique à son âge. C'est bon, à son âge, c'est bon. À l'époque, LeBron, c'était un jeu vidéo où il pouvait sauter en se cognant la tête sur les projos là-haut. C'est terminé. Donc, je pense que là, il faut passer à autre chose concernant LeBron. Vous avez dit Ja Morant, il a tweeté en appelant dans son sillage. Et les gars, c'était bien sympa. Ça vous dit que l'an prochain, on y arrive avec justement Zach LaVine et Aaron Gordon. Ça, là encore, on parle de fierté parce qu'il se dit c'est un joueur de G-League qui a gagné le concours de dunk 3 fois d'affilée. Voilà, vous savez, je répète la même chose, il faut piquer l'ego de ces mecs-là. L'ego, c'est tout pour les joueurs de ce niveau-là. Donc là, ils sont en train de se dire, un joueur de G-League prend notre trophée tous les ans. Maintenant, ça peut inspirer les gros stars NBA à concourir dans le concours de dunk. Dernière question, un mot sur l'autre concours. Enfin, il y en avait 2 autres, mais le concours à 3 points. Certains trouvent que ça devient aussi une blague avec donc ces racks avec les ballons doublés, les tirs à 4 points, qui sont un petit peu plus loin. Votre avis aussi sur ce concours? Je n'ai absolument pas regardé. Je ne sais même pas qui a gagné. Eh bien, c'est Tyler Hero qui a gagné. Ah bah oui, voilà, très bien, bravo, c'est un héros. Face à Buddy Hield. Bravo, je ne savais pas. Je vois que ça vous a passionné. Oui. Est-ce que vous avez suivi le concours, le Skills Challenge? J'ai juste suivi la polémique de Wembanyama et Chris Paul. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est qu'il faut sortir Wembanyama de l'influence de Chris Paul très vite. Ils sont en train de il est en train de nous gâcher notre joyau national. C'est logique pour vous, cette disqualification? Parce que ils ont joué sur un petit vice de règle, mais au final, c'était bien tenté. Techniquement, ils devraient avoir le droit, si j'avais compris. Ouais. Mais bon, l'image que ça renvoyait était assez pitoyable. Ouais, donc, enlevez-moi le Skill Challenge et transformez ça par un concours à 3 points. Moi, je veux voir Wembanyama contre Ja Morant. Ah oui, c'est pas mal ça. Ouais. Un petit concours de 1 contre 1. On l'a bien compris, ça pourrait être une excellente idée pour sauver un petit peu ce All-Star Game. Merci, Président Ali, d'avoir été avec nous aujourd'hui. De rien. On se retrouve, vous le savez, dans 15 jours pour une prochaine émission des Experts Basket. Et puis lundi prochain, vous retrouvez le foot autour de Christophe Pacaud.